mets les transparents. Je vais tout de suite attaquer parce qu'on a très peu de temps. Première chose, je veux beaucoup insister sur ce qui est essentiel pour nous. Effectivement, Eric l'a dit, priorité climat. Et puis deuxièmement, je rajoute un deuxième thème. Pour nous, nous n'avons pas d'interdit sur des solutions efficaces. À partir du moment où on a ces deux thèmes, on est capable de travailler. Je vais tout de suite avouer une certaine lâcheté. Je vais vous parler, vous avez beaucoup de données chiffrées, contrairement à tel qu'hier. Elles sont là pour que vous puissiez contrôler, vérifier que vous êtes d'accord, mais je vais bien pointer sur les transparents, ce qui me paraît essentiel, il le faut. Dernier point, je vais avouer une lâcheté. Je ne vous parle absolument pas ni de subvention ni d'aide, parce que je crois que qui aurait pu nous dire hier, seul Dieu reconnaîtra les siens. À peu de choses près. Donc on va rentrer maintenant. Alors, première chose, un bilan. Mon constat, c'est que les progrès sont extrêmement faibles en termes climatiques, puisqu'on voit côté CO2, on voit que le progrès est quasiment nul, globalement, et qu'on est pratiquement 20% au-dessus de l'objectif qui va été fixé par la PPE 2016 pour 2023. De la même manière, consommation de fossiles, pratiquement stable, voire croissante, consommation finale d'énergie, encore croissante. Donc, sur à peu près aucun des grands domaines, on ne voit une véritable évolution, malgré tout ce qu'on a entendu hier. Deuxième point, quand on regarde le CO2 du secteur tertiaire, eh bien, on arrive à un résultat de la même nature, puisque quel que soit tout ce qu'on a pu faire, eh bien, globalement, le secteur tertiaire, le résultat tertiaire, continue à croître légèrement, mais continue à croître. Donc là aussi, pas de voie de progrès. Quand on va parler gros sous, on parle gros sous, on parle de fossiles, on parle aussi du déficit de la balance commerciale française. Je rappelle que l'année dernière, en 2018, elle était pratiquement de 60 milliards, et que là-dessus, plus des 3/4 sont liés aux combustibles fossiles. Et ça, c'est un point qui me paraît important, parce qu'on voit apparaître que sur ces 46 milliards de fossiles, ça nous amène à un raisonnement qui est très simple. Si on veut lutter contre le changement climatique, il faut réduire le CO2, il faut lutter contre les fossiles. Quand on lutte contre les fossiles, on lutte pour le CO2, on lutte pour l'indépendance énergétique, on lutte en même temps pour l'équilibre de la balance commerciale. On a 36 bonnes raisons de lutter contre les combustibles fossiles. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Autre point, donc on arrive un peu à ce que je vous dis sur mon climat. Ce qui est important, c'est de substituer des énergies non carbonées aux énergies carbonées. Et c'est ça qu'on voudrait amener dans le langage qu'on a entendu hier de M. Pelletier. Dernier point, le gaz. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une fuite vers le gaz parce que tout le monde ne veut plus de charbon. Fuite vers le gaz, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez l'Allemagne, le Danemark, etc., qui vont faire appel massivement au gaz pour montrer qu'ils sont vertueux en abandonnant le charbon. Moyennant quoi, on peut dire que nos sociétés se mettent entre les mains de 4 pays, Iran, Russie, Qatar, Turkménistan, qui représentent pratiquement 70% du gaz mondial. Donc là aussi, il faut réfléchir en termes de politique. Quelques grands chiffres, alors vous les connaissez, mais je les rappelle. Moyenne actuelle en France, alors c'est important, on va parler de beaucoup de mètres carrés tout à l'heure, c'est 240 kWh par mètre carré par an. C'est la moyenne du parc actuel. Plus de 20% du parc est au-dessus de 300-330. Donc, les poubelles énergétiques. Objectif de l'année 2012, je vous le rappelle, le 50 pour le neuf, viser le 80 pour la rénovation. Et j'ai cru lire quelque part que dans la nouvelle RE 2020, il serait question de mettre une limite de consommation pour le seul chauffage. J'ai même vu le chiffre de 12 kWh, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais je pense que Mme Florette nous dira si c'est vrai ou pas. Mais je l'ai vu écrit. Donc ça, ce sont les chiffres dont il faut se rappeler. Alors, ici, je vous fais un tableau que je ne vais pas commenter, c'est le classement par logement. Ça m'intéresse moins. Malgré tout, je pointe les deux chiffres importants. C'est qu'aujourd'hui, 57% des logements font appel aux énergies fossiles. Et en ce qui concerne le neuf, le parc construit en 2017, c'est encore 45%. Donc on est extrêmement loin de sortir des énergies fossiles dans le bâtiment. Extrêmement loin, même si dans le neuf, c'est sur une basse consommation, il ne faut pas l'oublier. Quelle évolution depuis la RT 2012, en sachant que la RT 2012, elle a commencé à avoir de l'effet 2 ou 3 années avant,
parce qu'elle avait été annoncée aux industriels pour qu'ils puissent s'adapter. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Vous avez ici, dans le résidentiel neuf, l'envolée du gaz, qui est passé de 20% à presque 50%, pendant que l'électricité s'effondrait. Quand on regarde maintenant un cas plus spécifique, qui est le logement collectif, alors là, le fait est encore beaucoup plus marqué, puisque dans le logement collectif, on voit apparaître une croissance du gaz de 31% à 75%, c'est-à-dire que le collectif neuf est presque exclusivement gaz aujourd'hui. Pendant que l'électricité s'est effondrée, malgré une petite remontée qui est essentiellement liée aux pompes à chaleur. Donc on voit quand même que l'évolution est assez extraordinaire, parce que quand nous disons à Sauvons le climat que le gaz a été favorisé par la RT 2012, la preuve peut être présentée extrêmement facilement. Je passe rapidement sur les chauffe-eau. C'est un secteur qui n'a pas beaucoup d'importance climatique aujourd'hui, parce qu'il était très électrique et il est resté par le biais des chauffe-eau thermodynamiques et des pompes à chaleur. Donc on peut dire que de ce côté-là, ce n'est pas quelque chose de très important dans la situation actuelle. Alors là, je vais rentrer dans quelque chose qui me paraît plus intéressant. Je vais abandonner le nombre de logements, le nombre de résidentiels. Je vais parler de mètres carrés. Parce que comme la réglementation, elle parle de kilowattheures par mètre carré par an, c'est quand même intéressant de faire l'analyse en fonction de ces mètres carrés. Donc c'est ce que j'ai tenté de faire. Première chose qu'on va constater au milieu de tous ces chiffres, que vous pourrez vérifier, c'est que, en gros, l'ordre de grandeur, 38 mètres carrés par personne en France. C'est la surface de résidentiel. 50% des surfaces antérieures à 75. Donc, a priori, pour l'essentiel, pas très bien isolé. 80% antérieures à 99. Des logements assez performants, c'est probablement plutôt une dizaine de pourcents aujourd'hui, peut-être même moins. La surface d'une maison, pratiquement double que celle d'un appartement, pour en tenir compte. Et puis la surface du parc, elle est donc renouvelée 1,1% par an. Donc ça nous donne une espèce de vision de l'évolution. Alors, quand on est parti de ça, là j'arrive vraiment à l'évolution dans les mètres carrés, et pas dans les nombres de logements. Alors dans les mètres carrés, en bleu vous avez des logements collectifs, en rouge des logements individuels. Et vous avez ici les différents types d'énergie, avec bois, chauffage urbain, électricité, fioul, etc. Qu'est-ce qu'on voit, ce que j'ai pointé, c'est que dans les logements collectifs, le gaz est passé 56% dans le parc aujourd'hui, parc actuel, et 66% dans le parc neuf. C'est ce qu'on voit pas. Ça, c'est par mètre carré. Quand on regarde du côté des logements individuels, là, on a vu une montée de l'électricité qui est passée de 38 à 57%, ceci en bonne partie par un développement des pompes à chaleur. Mais dans le même temps, il y a quand même encore 25% du secteur villa neuf qui démarre avec du gaz. Donc il y aura du mal à en sortir plus tard. Globalement, on en arrive à 58% des mètres carrés chauffés par des fossiles et à 43% dans les résidences neuves. D'où, encore là aussi, quand on raisonne par mètre carré, beaucoup de gaz. Et en partant de là, on peut arriver à... Alors, je passe d'abord au tertiaire. Alors, dans le tertiaire, on a une situation qui est relativement différente. J'ai moins d'enseignements. Qu'est-ce qu'on voit? L'électricité a augmenté, et en particulier grâce aux pompes à chaleur, de 29 à 53%, mais il y a encore 37% du tertiaire neuf qui démarre au gaz, et au total, 41% démarrent en fossile. Donc, il y a vraiment une vraie pérennité du gaz de notre système énergétique. Alors là, on arrive à ce qui, pour moi, est très intéressant. Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes dans ces chiffres, parce qu'ils sortent de deux sources. Le CEREN pour le nombre de mètres carrés et les statistiques officielles pour le nombre de térawattheures par an et par source de chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses intéressantes. On voit, que, en gros, les logements chauffés à électricité, c'est 63 kWh par mètre carré par an pour chauffage et eau chaude sanitaire. Quand on parle de gaz et de fioul, on arrive au double. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maisons électriques semblent nettement plus performantes que les maisons chauffées au gaz et à l'électricité. Ça tient au fait que quand on a mis en place le chauffage électrique, on a mis en place aussi une norme qui était avant Promoélec ou autre,
qui fait qu'on a construit des logements relativement bien isolés. On bénéficie de plus du pilotage par pièce, qui est beaucoup plus fin et beaucoup plus sensible. La deuxième chose qu'on remarque sur ce transparent, c'est que le bois, alors moi j'ai été très surpris par le chiffre, il faudra peut-être le vérifier, mais pas du tout efficace. Ça montre que l'essentiel du chauffage bois aujourd'hui, il est fait avec des cheminées ou des inserts d'une efficacité toute relative. Alors c'est très difficile de gérer ça parce qu'il y a un peu du côté bioénergie derrière ça. On ne sait pas bien ce qui sert en direct ou en permanence, c'est très compliqué. Mais ça n'a pas l'air très bon. Donc c'est ce qu'il faut remarquer. Efficacité électrique, relative inefficacité sur le gaz naturel, qui tient au fait largement que c'est sur des logements anciens. Globalement, là ça me pose une question. Là aussi, j'ai lu qu'on parlait dans la RT 2012 de ce 12 kWh par mètre carré par an. Est-ce que ça va être adopté pour le seul chauffage? Est-ce que c'est réaliste par rapport à ces chiffres? J'avoue que ça pose énormément de questions. Un mot des énergies thermiques renouvelables. Nous avons toujours défendu que les thermiques renouvelables seraient beaucoup plus intéressants que l'électrique renouvelable. Alors là, ça c'est un tableau qui nous montre ce qui se passe en 2017. Et ça, c'est un tableau qui nous met ce qui est écrit dans le projet de PPE qu'on a eu en janvier dernier, sachant que je n'ai pas le plus nouveau. Alors, c'est assez frappant, parce que qu'est-ce qu'on constate? Déjà, une première bizarrerie, c'est qu'il y a une évolution très forte. Par rapport à l'issue de 2023, on voit qu'il va y avoir une forte poussée du thermique. Il devrait y avoir une forte poussée du thermique dans les années 27-28. Mais la bizarrerie, c'est que si vous voyez la croissance de 2017 à 2023, elle est lente. Et puis d'un seul coup, dans 5 ans, ça va être un miracle, ça va aller 3 ou 4 fois plus vite. Je me demande si ce n'est pas un habillage politique, des gens qui ne savent pas bien comment faire et qui annoncent la merveille pendant 5 ans parce qu'ils ne savent pas faire aujourd'hui. Donc j'ai la plus grande méfiance sur la qualité de ce qui est proposé par la PPE 2019 sur le sujet. Quand on voit des croissances de 500% sur chaleur fatale et déchets, je demande à voir. Quand on voit 400 ou 500% sur le biogaz, je demande à voir où est la ressource. On sait tous. Donc il me semble que derrière tout ça, il y a quelque chose qui est mal cerné, que le ministère ou l'ADEME ont voulu répondre à des critiques qui étaient faites depuis 2-3 ans et qu'ils ont jeté des chiffres sans vraiment avoir analysé. Donc j'ai une grande méfiance là-dessus. Derrière ça, Pelletier en a parlé hier, c'est un vrai problème qui est celui de la compétence de notre milieu industriel. Alors là, j'ai un seul transparent qui est assez frappant. Il y a 460 000 entreprises qui s'occupent de construction en France. 460 000, c'est colossal. L'effectif moyen est de moins de 3. Or, quand on voit que la maison du futur, elle est très bien isolée, elle est numérisée, elle est intelligente, on se dit, qui va savoir faire ça? Alors, Pelletier nous a dit beaucoup de choses hier sur les formations en cours. Ce qu'on va noter, c'est quand vous avez un niveau comme celui-là, je peux vous dire que les intentions de Pelletier qui sont louables vont demander du temps. D'où la nécessité, en ce qui me concerne, si on veut lutter sur le climat, il faut aller très vite à des solutions simples et efficaces, et non pas rêver d'un futur merveilleux. Donc là, je crois qu'on a un vrai problème devant nous, qui est un problème de compétences. Ce problème de compétences, on va le voir. Alors là, je cite trois documents qui me paraissent intéressants. L'enquête Trémy de l'ADEME de 2018, en octobre dernier, c'est très récent, elle dit des choses intéressantes. Sur 5 millions de logements rénovés entre 2014 et 2016, donc avec la PPE. Ils ont vu 30 000 de ces analyses, et le résultat, seulement 5% ont gagné 2 niveaux de classe énergétique, c'est-à-dire en gros un facteur 2, c'est pas si précis que ça. Donc seulement 5%, 20% ont gagné seulement un quart, or on nous dit qu'il va falloir gagner un facteur 3 ou 4 sur l'existant. Vous voyez qu'on est extrêmement loin du musclé. Après ça, vous prenez le chiffre de 26 000 euros dans ce cas-là, 16 000 euros dans ce cas-là en moyenne, vous multipliez ça par les millions de logements, les 20 ou 25 millions de logements qui ne sont pas très performants, vous arrivez entre 600, 700, 800, 1000 milliards. Donc là, on voit qu'on a aussi un gros problème, c'est que l'État, en gros, reporte sur le citoyen, c'est à vous de faire. Ce
qui est vertueux, ce qui est louable. Mais est-ce que le citoyen va avoir les 5, 600, 800 ou 1000 milliards nécessaires? Et quand on regarde les deux documents suivants, qui sont dans les deux revues, qui sont la revue de l'énergie, la revue de l'électricité électronique, je ne sais plus, eh bien, elles vont dans le même sens que ça. Elles soulignent le coût très élevé des rénovations concrètes, qui étaient favorisées par les RP 2012, et ça c'était une erreur. Il faut aller vite à ce qui est efficace. Ils montrent l'intérêt d'une décarbonation et non pas de construire gaz aujourd'hui. Donc c'est la substitution. Et elle montre que cet intérêt il est très fort à la fois sur un plan économique et sur un point climatique. Donc là, en gros, nous disons qu'aujourd'hui, les orientations, on peut les comprendre d'après ce que vous a dit Pelletier, mais il me semble qu'il faut les corriger lourdement si on veut arriver à quelque chose d'efficace. Donc là, on a un problème. Je note sur deux points qui me paraissent importants. Le tiers des maisons françaises, 10 millions à peu près, sont chauffées à l'électricité. Or, elles sont soumises à deux points qui sont extrêmement défavorables. Premièrement, c'est le détournement de la réglementation européenne, qui est la directive de 2010, qui dit très clairement que dans le logement, on doit avoir un indicateur de performance énergétique qui est parfaitement défini par le texte qui est en énergie finale, et il y a en parallèle un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire. Et il différencie bien les deux. Or, la réglementation française a assimilé cet indicateur numérique d'énergie primaire à l'indicateur de performance énergétique, ce qui est un détournement complet, et ce qui est, de mon point de vue, contraire à la directive européenne. En ce qui me concerne, je pense qu'on devrait même attaquer en justice au niveau de l'Europe, la France sur ce sujet, parce qu'il y a un détournement. Et j'insiste sur le fait que c'est lourd, parce que l'année dernière, lors de l'enquête publique sur la PPE, j'avais fait la demande, j'avais posé une question dans ce sens-là, et j'avais eu une réponse mensongère, portée par le ministère, qui disait c'est parce que c'est imposé par l'Europe. Ce qui montre que là, il y a vraiment un vrai problème. Le deuxième facteur qui m'inquiète dans les logements électriques, qui est donc très pénalisé, parce que j'insiste sur le fait que dans le logement électrique, ça n'a aucun intérêt de faire des travaux d'amélioration, puisqu'avec le facteur de 58, vous n'avez aucune motivation. Il faut dépenser une fortune pour gagner quasiment rien. Deuxième point, c'est les 143 grammes par kilowattheure, qui est pas si loin de ça que celui du gaz. Là, je note que la DGEC, il y a un an, avait dit qu'il fallait abandonner la méthode saisonnalisée pour passer à une méthode mensualisée beaucoup plus juste et facile à appliquer, qui permettait de réduire, qui démontrait que le chauffage électrique était beaucoup moins émetteur de CO2 qu'on ne le dit aujourd'hui dans les obligations de diagnostic de performance énergétique. Donc j'arrive à la fin. Pour moi, il n'y a pas de question de débat. La première, est-ce que nous sommes prêts à basculer vers une stratégie de neutralité carbone dès maintenant? Moi, je pense qu'on n'est pas vraiment prêt. Ça va être compliqué. Je vous ai dit tout à l'heure que vous avez 3 personnes en moyenne dans chaque entreprise du bâtiment. Comment est-ce qu'ils vont nous faire de neutralité carbone? Ça va être à partir d'une usine à gaz numérique. Hein, et ça m'inquiète. Le deuxième point, faut-il maintenir une obligation de construction BEPOS? Nous sommes contre au niveau de Solon Climat parce que le prix est porté par l'ensemble de la population et ça bénéficie à Epifuse et ça ne donne aucun bénéfice climatique. Donc nous sommes opposés au BEPOS, ce qui ne veut pas dire que nous sommes opposés au solaire et à l'éolien. Nous sommes opposés au BEPOS sur les toits des maisons. Troisième point, pourquoi une règle technique ne serait-elle pas définie en fonction du CO2? Il semblerait que ce soit l'évolution en cours, c'est ce que nous aviez Pelletier hier, j'espère que ce sera le cas. Et puis je note, en fait, que le domaine de l'énergie bénéficie de la subsidiarité. Et là, j'ai vraiment une vraie inquiétude, c'est qu'à chaque fois qu'on se retourne vers nos interlocuteurs, on nous parle toujours de l'Europe qui dit ci, de l'Europe qui dit ça. Ce que dit l'Europe, c'est ce que disent les Allemands, ou à peu de choses près. Il serait temps qu'on en sorte, parce que la règle, c'est la subsidiarité. Il faudrait qu'on s'y colle. Merci de votre attention.